chiffre tombe. 8% de chômage, 2% de croissance, 51% des voix. Dans notre monde, les chiffres sont rois. Ils sont le langage de la vérité, de l'objectivité. Un chiffre ne ment pas, dit-on. Il est un fait, brut, indiscutable. Mais et si c'était une illusion? Et si ces chiffres qui gouvernent nos vies n'avaient pas été découverts, mais inventés? S'ils n'étaient pas des miroirs du monde, mais des outils pour le construire? Et si derrière chaque statistique se cachait une bataille politique? C'est cette aventure d'un nouveau genre que nous allons suivre aujourd'hui. Notre guide, le sociologue et statisticien Alain Desrosières. Notre carte au trésor, son œuvre monumentale, La politique des grands nombres. Le monde est avant les chiffres. Imaginez un intendant du roi, au XVIIIe siècle. Il parcourt les greniers à blé, compte les barriques, note dans un registre 53 sacs. Il sait que cette seigneurie produit beaucoup, que celle-ci est pauvre, mais il ne sait pas et ne peut pas savoir combien produit le royaume dans son ensemble, ni quelle est la consommation moyenne par habitant. Avant le XIXe siècle, les États ne gouvernaient pas avec des statistiques. Le roi connaissait ses nobles, ses grands vassaux, mais pas sa population. Il n'avait aucune idée du taux de chômage, du revenu moyen ou de l'espérance de vie. Le monde était vu comme une mosaïque de cas particuliers. Communautés, paroisses, corps de métier. Le pouvoir était personnel, la connaissance qualitative. On ne comptait pas, on décrivait. Tout bascule au milieu du XIXe siècle avec un astronome et mathématicien belge, Adolphe Quetelet. En collectant des données sur des milliers de soldats, il calcule leur taille moyenne, leur poids moyen, leur tour de poitrine moyen et même leur propension moyenne au crime. Il invente l'homme moyen, un individu fictif construit à partir des données censé représenter la norme. Pour Quetelet, cet homme moyen n'est pas un simple constat. C'est un idéal, presque une perfection. Toute déviation par rapport à lui devient une anomalie. Pour la première fois, l'individu, avec sa singularité, est dissous dans une moyenne. Ce que nous voyons aujourd'hui comme une abstraction devient, dans certains discours politiques, plus réel que les personnes réelles. Le monde n'est plus une collection de destins singuliers, c'est une distribution, une courbe, une moyenne. La double vie de la statistique. C'est là que Desrosières nous livre le cœur de son enquête. Il le sait mieux que personne. Statisticien à l'INSEE, mais aussi sociologue et historien, il a vu de l'intérieur comment les chiffres naissent et de l'extérieur comment ils transforment nos vies. Il montre que la statistique a, depuis sa naissance, une double vie, deux missions inséparables. Première mission, gouverner. Les chiffres deviennent l'outil indispensable de l'État moderne. Pour lever des impôts, organiser une armée, créer des systèmes de retraite ou de santé, l'État a besoin de voir sa population. La statistique rend le monde visible, lisible et donc gouvernable. C'est la politique des grands nombres. Deuxième mission, prouver. La statistique devient le langage de la science. Pour tester un vaccin, mesurer l'effet d'une réforme ou établir une corrélation entre deux phénomènes, il faut des chiffres. Ils garantissent, en apparence, l'objectivité. Mais, et c'est le coup de génie de Desrosières, ces deux missions sont les deux faces d'une même pièce. Pour compter quelque chose, il faut d'abord le définir. Et définir, c'est un acte politique. Comme l'écrit Desrosières, les statistiques ne sont pas seulement des outils de mesure, elles sont aussi des instruments de construction du social. Prenons le chômage. Qui comptons comme chômeurs? Ceux qui cherchent activement un emploi? Ceux qui travaillent à temps partiel mais voudraient un plein temps? Chaque pays choisit sa définition, et ces choix reflètent des débats, des rapports de force, des visions du travail. Autre exemple, l'indice des prix à la consommation, qui sert à mesurer l'inflation. Pour calculer cet indice, il faut choisir un panier de biens et de services censé représenter la consommation moyenne.
Mais si votre loyer a explosé et que le panier officiel accorde peu de poids au logement, vous aurez l'impression que l'inflation officielle sous-estime la hausse réelle de votre coût de vie. Là encore, le chiffre n'est pas un fait naturel, c'est le produit de conventions. En conclusion, l'enquête d'Alain Desrosières ne nous dit pas que les chiffres sont des mensonges, mais ils ne sont pas neutres. Ils sont des constructions historiques, fondées sur des définitions, des catégories et des choix politiques, qui, en retour, façonnent notre réalité. Aujourd'hui, à l'ère du big data, de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui décident de nos crédits bancaires, de nos assurances ou même de nos trajets Uber, cette lucidité est vitale. Alors, la prochaine fois que vous lirez, l'inflation est à 3,2%. Imaginez les réunions, les débats et les compromis qui ont mené à cette virgule. Derrière chaque chiffre, il y a des humains, leur vision du monde et leur rapport de force. Dans notre prochain épisode, nous quitterons le pouvoir des chiffres pour explorer les normes sociales et morales qui structurent nos vies économiques et culturelles, avec Michel Lament et son livre « La morale et l'argent » qui revisite la sociologie de la distinction de Pierre Bourdieu. D'ici là surtout, restez curieux.